Alors, la conférence qu'on m'a demandé de faire, on a beaucoup travaillé autour du thème et finalement on s'est arrêté sur ce thème de la peau de chagrin puisqu'il est au programme pour le bac, ce roman est au programme pour le bac et il est intéressant d'élargir un petit peu pour les élèves qui sont là, qui ont éventuellement déjà eu quelques heures de cours dessus, élargir un petit peu, essayer de voir ce qu'on pourrait ajouter de plus après ces 30 heures de cours que vous avez subis et diversifier un petit peu les approches. Alors, comme toute bonne intervention, on va commencer par une introduction, après il y aura un développement et puis on terminera par une conclusion. Je tiens à préciser tout de suite que le titre de ma séquence et le titre de la conférence que je vous donne, le traité de la volonté d'Honoré de Balzac, il est inspiré d'une thèse qui a été soutenue par Oksana Goryachkina en 2009 et il y a beaucoup des éléments de cette thèse que je vais réemployer à ma mesure, évidemment, pour cette intervention. Alors, si on part du début, on pourrait parler un petit peu de Balzac. N'importe quelle page Wikipédia pourra vous en dire beaucoup plus que moi. L'idée générale, c'est de dire, voilà, il fait partie de la première moitié du 19e siècle. Il est mort à 51 ans. Il a écrit plus de 90 romans, autant de nouvelles. Il a une œuvre très dense. Il a eu une carrière de journaliste. Ce qui est intéressant chez lui, c'est vraiment sa dynamique, puisqu'il essaye d'identifier des genres, d'identifier des espèces sociales. Il avait le projet un peu fou de concurrencer l'état civil. Rien que ça. Ça nous place un petit peu le personnage, qui est un personnage au sens propre du terme, puisqu'il a un petit peu tout fait dans sa vie. Il a essayé de créer une imprimerie, d'ouvrir un journal, il avait même le projet d'ouvrir une mine d'argent, parce qu'en fait l'argent, il en a beaucoup manqué et il l'a beaucoup poursuivi. Alors, il a utilisé cette fameuse stratégie de plus de crédit pour payer les crédits précédents, pour pouvoir dépenser plus de crédits. Ça ne l'a pas beaucoup servi, mais voilà. C'était un aventurier, et effectivement, on peut le voir aussi à travers ses nombreuses liaisons amoureuses, dont la plus représentative sera la liaison avec Madame Hanska, qui a ceci de rigolo, qu'il l'a quand même courtisée pendant 17 ans, avant de se marier avec elle, 1 an avant sa mort. Voilà, donc ça pose un petit peu notre personnage. Pour ce qui est de notre roman de la peau de chagrin, c'est un roman qui est publié en 1831 et qui va mettre en scène, justement, on le voit sur l'image ici, eh bien une peau de chagrin qui est donc une peau d'animal magique, un talisman qui est censé pouvoir exaucer les vœux de son propriétaire tout en rapetissant et en signifiant, symbolisant sa vie qui décroît. Donc ça, c'est de manière très générale ce que ça raconte, mais finalement, autour de cette histoire centrale vont se déployer toute une série d'histoires d'amour, d'histoires d'argent, d'histoires de tromperie, d'histoires de désespoir, bref, la vie. Mais ce qui est intéressant, et ce qui va être le centre de l'intervention de ce soir, c'est de voir ce qui se cache derrière cette vie, ce qui se cache derrière cette petite histoire de Raphaël de Valentin, destinée à mourir. Et en fait, ce qui s'y cache, eh bien, ça n'est rien moins qu'une théorie scientifique de l'époque, la théorie de l'énergie vitale, dont un des premiers instigateurs est Mesmer. Donc Mesmer, qui est lui plutôt du XVIIIe siècle, va mettre en place un certain nombre d'éléments, et notamment sa première thèse, en fait, s'intitule « De l'influence des planètes sur les corps humains ». À partir de là, il va développer l'idée d'une gravité animale, et c'est de là que va naître progressivement la théorie du fluide magnétique universel. Donc il va y avoir vraiment un vrai développement de cette pensée. Donc lui, il commence avec le magnétisme, mais ça va être repris par de nombreuses personnes, dont on parlera plus tard, et va se développer du coup le vitalisme. Alors qu'est-ce que le vitalisme ? On en parlera plus tard, mais globalement c'est une science, avec tous les guillemets du monde, c'est une science qui repose sur l'idée que nous avons une somme donnée d'énergie à la naissance et que nous avons le choix de pouvoir l'utiliser à notre convenance. Et cette théorie, eh bien, elle va trouver des résonances avec Bergson et l'élan vital, donc au début du XXe siècle. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la science. Et c'est quelque chose dont on va avoir trace ici. Alors, en résumé, c'est la citation qu'il y avait sur les invitations. C'est une citation qui est tirée de La peau de chagrin, en un mot. « Tuer les sentiments pour vivre vieux ou mourir jeune en acceptant le martyre des passions, voilà notre arrêt. » Donc évidemment, on peut se dire tout de suite que ce n'est pas extrêmement réjouissant. Ceci dit, c'est un très bon résumé de l'intégralité, non seulement de l'histoire de La peau de chagrin, mais aussi de l'histoire de cette science, le vitalisme. Donc,
Lorsque un critique qui s'appelle Gérard Gingembre, qu'on appellera GG pour l'occasion, Gérard Gingembre va publier un petit bouquin qui s'appelle Quelques notes sur le vitalisme de Balzac, et il va avoir cette pensée-là. On meurt de ne pas savoir articuler une pensée à une pratique. Et en fait, c'est assez intéressant, parce que quand on regarde non seulement l'histoire de Raphaël de Valentin, mais aussi celle de Balzac, on se rend compte qu'il y en a un des deux qui a quand même triomphé, et c'est Balzac. Balzac, lui, il est là pour articuler cette pensée et cette pratique, et c'est un petit peu cette question-là qui mènera ma réflexion durant cette présentation. Alors, comme je suis professeur, je vais le formaliser par une problématique. En quoi, dans La peau de chagrin, Balzac parvient-il à opérer cette articulation entre pensée et pratique? Et si vous le voulez bien, c'est parti. Donc, commençons, comme tout bon plan, par grand 1, le roman naturaliste. Alors, je vais tout de suite mettre un immense panneau d'attention parce que vous ne pouvez pas dire, c'est impossible de dire que Balzac est naturaliste. Le naturalisme, est inventé des années après la mort de Balzac. C'est globalement Zola qui est, on va dire, le seul représentant, même s'il essaye de faire croire que c'est pas vrai. Mais Balzac ne peut pas être un naturaliste. Alors, cette mise en garde étant faite, on va essayer de voir en quoi ce roman représente finalement une pensée scientifique par une pratique. Alors commençons par le début. Il met en scène une science qui lui est contemporaine. Alors, puisque vous avez tous lu et que vous connaissez Balzac et La peau de chagrin par cœur, vous savez que La peau de chagrin, elle est dédicacée à Félix Savary. Félix Savary qui est membre de l'Académie des sciences. Alors, il n'y est pas arrivé n'importe comment, il y est arrivé entre autres avec un mémoire sur les orbites des étoiles doubles, donc qui est le calcul de l'orbite relative de binaire visuel. Je vous ai donné la traduction en dessous. Et ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que Balzac lui fait sa dédicace? Précisément parce qu'il va travailler sur cette histoire double, d'étoiles doubles, et sur la notion d'orbite. L'orbite, c'est ce dont on ne peut pas sortir. C'est une modélisation du destin. Alors, il n'est pas connu uniquement pour ça, il a travaillé un petit peu avec un gars dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Ampère, et il a travaillé avec lui sur un mémoire sur l'application des calculs au phénomène électrodynamique. Ça, ce sera intéressant aussi pour nous lorsqu'on parlera des modèles théoriques qui vont être appliqués sur ces modèles scientifiques. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la dédicace à Félix Savary, elle n'est pas originelle, puisqu'il a été élu à l'Académie des sciences en 1832 pour Noël, et je vous ai dit que La peau de chagrin a été publiée en 1831. Alors, en réalité, cette dédicace, elle apparaît en 1834, lors de la publication de La peau de chagrin, dans le cycle des études philosophiques. On en reparlera plus tard. Mais l'idée derrière ça, c'est de dire que cette dédicace, elle n'est pas faite au hasard, et elle a une importance sur laquelle je viens de développer. Alors, autre élément, non seulement on a une dédicace à un scientifique reconnu, mais on a aussi la mise en scène d'un certain nombre de personnages qui sont eux-mêmes des scientifiques. Je vous en ai donné 4 exemples ici. Lavrille, qui représente la science naturaliste, Planchette et Spiegelhalter, qui représentent la science mécanique, et Jaffé, qui représente les chimistes. Ces 4 personnages vont intervenir dans le roman justement au moment où on va essayer de déterminer d'une part la nature de la peau de chagrin, mais d'autre part essayer de contrer la malédiction qu'elle fait subir à Raphaël de Valentin. Je rajouterai à ces 4 scientifiques 3 autres personnages dont je n'ai pas trouvé les illustrations, donc je vous ai mis une illustration tirée du Malade imaginaire. Donc ces 3 personnages, ce sont Brisset, Améristus et Maugredi, qui sont précisément des médecins. Mais là encore, ces 3 médecins ne sont pas choisis au hasard, puisque dans les constats qu'ils font sur la santé de Raphaël de Valentin, ils vont précisément illustrer 3 thèses de l'époque, 3 thèses médicales de l'époque, la thèse organiciste, la thèse vitaliste, qui nous occupe particulièrement, et la thèse sceptique. Alors, là encore, on ne peut pas juste dire qu'il met en scène des personnages qui représentent le réel. En réalité, on pourrait retrouver, et certains critiques s'y sont amusés, puisque finalement, pourquoi pas, eh bien, ils y ont retrouvé un certain nombre de personnes effectives, de médecins effectifs, du 19e ou pas, avec Van Helmont qui est plutôt du 16e, 17e, Récamier clairement sur le début du 19e, et Bichat qui est plutôt sur la fin du 18e. Donc ce sont des personnages dont Balzac a connaissance et qu'il a lu, qu'il a éventuellement fréquenté, mais surtout qu'il a lu, qu'il connaît. Alors ce ne sont pas les seuls personnages qui sont inspirés de personnes de la vie réelle.
on en a un autre qui est l'Atreille, qui est représenté par l'Avril et qui est lui aussi du coup un naturaliste. Alors pour l'instant, on pourrait dire très bien, mais en fait, non seulement il va représenter ces personnages fictifs, mais il va aussi parler de personnes de la vie réelle. Et on va avoir un certain nombre de personnes réelles, disais-je, qui vont être évoquées dans différents passages. Et je vous mets la liste ici. Un certain nombre de gens que vous connaissez, je pense à Pascal notamment, à l'inventeur de la calculette entre autres, Calmet qui a fait une super étude sur les vampires, mais c'est sûrement pas ça qui vous intéresse, et puis tout un tas d'autres, Cabanis, Lalande, Niebuhr, Dupuytren et Pallas, qui sont autant de scientifiques passés, je pense à Pascal ou à Calmet, ou contemporains de Balzac. Donc on a vraiment un fourmillement de représentations de scientifiques contemporains. D'autre part, non seulement il va représenter des scientifiques contemporains, mais il va représenter aussi une science contemporaine. C'est ce que j'évoquais dans mon introduction. Alors pour comprendre un petit peu le vitalisme au XIXe siècle, il faut repartir un petit peu en amont dans le temps. Il faut repartir au XVIIe, où on a une conception dualiste de la vie. Donc on va opposer d'un côté le mécanisme et d'un autre côté l'animisme. Et ça va être très bien représenté, à mon sens, par Descartes dans Les Passions de l'âme. Ça, c'est mon schéma qui résume les passions de l'âme. L'idée générale, c'est cette disjonction qu'on voit là au centre, entre l'âme d'un côté et le corps. Voilà, il y a une disjonction. Alors Descartes, qui vient d'une famille de médecins, dit oui, si, il y a quand même une petite jonction, la glande pinéale, c'est un petit peu la plaque tournante de l'action et de la passion. Bon. Mais il y a pour lui une véritable coupure entre les deux. Donc la vie sera soit une fonction physiologique, soit une incarnation de l'âme. Mais il ne peut pas y avoir d'interaction entre les deux, soit l'un, soit l'autre. Sur ces entrefaites arrive le XVIIIe siècle. Et on va dire, c'est bien beau de dire c'est soit l'un, soit l'autre, mais en réalité, peut-être que c'est les deux en même temps. Et c'est là que va arriver, entre autres, Mesmer. L'idée, c'est de dire que la vie n'est pas soit fonction physiologique, soit incarnation d'une âme, mais c'est de dire que c'est une matière animée par un principe ou une force vitale, c'est là qu'apparaît le terme, une force vitale, du coup, qui s'ajoute au principe de la matière. En d'autres termes, le vitalisme au XVIIIe va considérer que la matière est animée d'un dynamisme interne. C'est-à-dire qu'il y a une véritable interaction de l'un et de l'autre. L'un ne peut pas aller sans l'autre, il ne peut pas y avoir de disjonction. Sur ces entrefaites arrive du coup le XIXe siècle. Le XIXe siècle, là encore, on va dire, c'est bien beau ce que vous dites, mais finalement, tout ce que vous avez découvert au niveau scientifique, peut-être qu'en fait, il avait un fondement philosophique. En d'autres termes, il va établir le rapport métaphysique-physique à l'envers. On a changé la physique, donc il faut changer la métaphysique. Et ce qui est très intéressant, c'est que Balzac est vraiment porteur de ce projet-là. C'est un modèle épistémologique, en fait, Balzac, par rapport à cette question-là. Et ça, on va le voir, c'est très résumé, mais c'est globalement ça, le vitalisme. Voilà. Nous sommes entourés d'énergie, et cette énergie nous relie les uns les autres. Voilà. Donc, Balzac va illustrer ça dans pas mal de choses, mais notamment dans un petit bouquin, enfin un petit livre, un petit fascicule, quelques pages, quelques lignes peut-être, qui s'appelle « Le discours sur l'immortalité de l'âme ». Alors ce discours-là, c'est un truc qui n'est pas publié, c'est une œuvre de jeunesse, il doit avoir même pas 20 ans quand il l'a fait, mais il va réfléchir justement à tous ces principes-là, et il part de Descartes, justement. Il considère que pour Descartes, l'âme, c'est de la pensée, mais comme la pensée, c'est une force tangible, ça veut dire que la pensée est matière. Et en ça, il va se rapprocher de Locke, en fait, en Angleterre. L'idée, c'est de dire que finalement, l'âme est matérielle. Voilà. Et il part de ce principe-là, et dans le discours sur l'immortalité de l'âme, il se pose une question fondamentale, à laquelle je ne pourrais pas répondre, aujourd'hui du moins, et pas dans le peu de temps qui me reste. Une âme matérielle est-elle immortelle ? Voilà. Je vous laisserai y réfléchir. Mais ça l'obsède. Et ça l'obsède tellement qu'il va noircir des pages, pour aboutir finalement à ce petit discours sur l'immortalité de l'âme. Alors c'est quelque chose qui l'obsède, et il y a une lettre à Nodier dans laquelle il montre qu'il a une confiance dans les sciences futures. Pour lui, aujourd'hui, on ne peut pas encore expliquer scientifiquement tout ça, mais le futur, les sciences futures pourront permettre d'expliquer ce truc-là et pourront permettre de prouver qu'une âme matérielle est bel et bien immortelle.
Alors, si on voulait résumer le vitalisme de Balzac, eh bien, on pourrait prendre cette petite citation « L'homme a une somme donnée d'énergie » qui est tirée de la physiologie du mariage. C'est le livre qui est publié juste avant La peau de chagrin, donc en 1830, et un livre qui va en fait lancer sa carrière. Avant la physiologie du mariage, on peut considérer globalement que Balzac est un illustre inconnu, à peu de choses près. Mais l'idée, c'est de dire qu'à partir de la physiologie du mariage, il va fonder son succès justement sur ça. C'est-à-dire qu'il va mettre en scène cette nouvelle métaphysique fondée sur une nouvelle physique. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de vitalisme philosophique ? Bon, parce qu'il parle de Bergson et de Locke, évidemment, mais aussi parce qu'il utilise la philosophie dans sa mise en scène. C'est-à-dire que là, je vous donne un exemple qui est tiré du début de l'ouvrage, c'est la mise en garde de l'antiquaire. L'antiquaire qui va lui proposer la peau de chagrin, le talisman, et en même temps lui dire « ça peut résoudre tous tes problèmes, et en même temps, ça peut te tuer. Tiens, tu la veux ?» Bon. Et donc, du coup, il nous dit ça. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Alors pourquoi est-ce qu'on peut voir une influence philosophique ici ? Alors votre intellect aiguisé aura perçu qu'à travers l'expression perpétuel état de calme, en fait, ce qui est sous-entendu, c'est un phénomène qu'on appelle l'ataraxie. L'ataraxie qui est un petit peu l'idéal stoïcien, c'est-à-dire le fait qu'aucune perturbation ne vient troubler notre âme. Alors, ça, c'est le perpétuel état de calme. Et finalement, quand on le considère comme ça, on pourrait résumer globalement la peau de chagrin à un conflit entre stoïcisme et épicuréisme. C'est un peu plus compliqué que ça, mais puisqu'il me reste déjà trop peu de temps, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En fait, à travers ça, il y a aussi une autre référence philosophique qui est cachée. On a parlé du stoïcisme, mais à travers le choix qui va être fait de ces trois verbes, vouloir, pouvoir, savoir, eh bien, en fait, va se dessiner une référence à quelqu'un qu'on a déjà vu, si vous le reconnaissez ici, je n'ai pas mis son nom, mais c'est Pascal. Et Pascal qui va s'inspirer lui-même d'une théorisation faite par saint Augustin, et qui est en fait la théorie des trois concupiscences, donc la libido sentiendi, qui est du coup le vouloir, la libido dominandi, qui est le pouvoir, et la libido sciendi, qui est le savoir. Donc en fait, à travers ces trois verbes-là, en fait, on retrouve cet héritage philosophique. Alors, tout ça nous amène du coup à un roman qui va incarner cette théorie dans ses personnages. Donc, il parle de science, il illustre la science, mais il va l'incarner. Et c'est pour ça que dans une certaine mesure, attention, dans une certaine mesure, vous pourrez dire que c'est un roman naturaliste. Alors, si on repart de cette base, l'homme a une somme donnée d'énergie. La théorie vitaliste va vous dire, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez être un vieux sage et du coup vous économisez votre énergie, soit vous vivez votre vie à 200 à l'heure, mais vous allez mourir vite. Voilà. Et ça, c'est les deux choix que vous avez. Ces deux choix, vous allez pouvoir les utiliser ensuite pour caractériser chacun des personnages. Alors, je n'ai pas mis tous les personnages dans mon tableau, je l'ai simplifié pour aller un petit peu plus vite, mais l'idée générale, elle est là. Donc, à gauche, vous avez les personnages calmes, et à droite, les personnages énervés. Alors, premier élément qui me paraît intéressant, c'est la ligne du centre. Je ne l'ai pas mise au début parce que j'ai oublié, mais le père de Raphaël et Rastignac, je les ai mis ensemble parce qu'en fait, ils sont tous les deux des figures paternelles. On a vraiment une figure paternelle physiologique, physique, avec donc ce père dont on ne connaît pas véritablement le nom, et on a une notion de père spirituel, c'est celui qui va l'éduquer à sa nouvelle vie à travers Rastignac. Et là, on va avoir justement deux pendants, deux tenants finalement des stratégies de vie. Autre personnage qui est intéressant, c'est ce fameux antiquaire. Il est intéressant parce que entre le début et la fin, il va changer de catégorie. Au début, il est économe, à la fin, il va être prodigue d'énergie vitale. Il finira en couple avec une prostituée et on dira de lui que c'est un très très beau cadavre ambulant. Et troisième personnage, c'est Raphaël lui-même. Raphaël, lui, il va être intéressant aussi parce que lui, non seulement il fait le chemin de l'antiquaire, mais il fait aussi le chemin inverse. Raphaël a une vie économe au début et à la fin du roman, et il a une vie de débauche au centre. Je reviendrai plus tard sur cette répartition économie, débauche, économie. Alors, une fois qu'on en est là, voilà. Ça aussi, c'était sur l'invitation, c'est ce qu'on appelle la ligne serpentine. Alors la ligne serpentine, les critiques disent qu'elle vient, alors pas les critiques, Balzac dit qu'elle vient de Tristram Shandy de Sterne. Et les critiques
disent que oui, effectivement, il y a à un moment donné dans Tristram Shandy de Sterne un personnage dont on dit qu'il fait un mouvement avec sa canne. Et ce mouvement est caractérisé comme suit. Il semble rappeler la vie avec ses ondulations bizarres, avec ses courses vagabondes et son allure serpentine. Voilà. Bon, en fait, les critiques dans la majorité estiment que c'est Balzac qui l'invente, d'accord ? Mais on pourrait retrouver son origine ici. Alors, on va l'appeler la ligne serpentine, premièrement à cause de cette référence, avec cette allure serpentine, mais aussi parce qu'elle a la forme d'un serpent. Si on regarde bien, à gauche, vous avez une partie un petit peu plus fine qui pourrait être le bout de la queue. À droite, vous avez cette partie renflée, suivie d'une petite flamèche, là, qui pourrait être une tête avec une langue qui est tirée. Alors cette ligne serpentine, elle va servir à plusieurs choses dans le roman, et évidemment, j'en parlerai dans les 3 parties. Mais pour ici, arrêtons-nous au début en disant, cette ligne serpentine, elle va représenter les 2 possibilités de vie. C'est-à-dire que soit on vit à fond, on est en haut de la courbe, soit on vit en mode économique, et du coup, on serait en bas de la courbe. Alors, ces fluctuations, elles sont intéressantes parce qu'elles nous amènent à nous interroger sur une thématique extrêmement présente dans La peau de chagrin et dans l'œuvre de Balzac en général, qui est la thématique de l'argent. Parce qu'en fait, cette métaphore monétaire, tout simplement, va être là pour représenter les styles de vie. On parle de quelqu'un qui économise ou qui dépense son énergie vitale. Et en prenant ça en compte, on va pouvoir s'intéresser de plus près à 2 personnages qui sont particulièrement marquants à ce niveau-là. Ce sera Féodora d'une part et Pauline d'autre part. Pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement intéressants ? Parce que, précisément, en termes économiques, ces 2 personnages ont des stratégies radicalement différentes. Premièrement, on pourrait dire que Féodora est la fille qui vit sa vie à fond. Et Pauline est celle qui va vivre lentement, avec économie. Sauf que ni l'une ni l'autre ne meurt. J'y reviendrai. Et autant Féodora ne meurt pas vite, et autant Pauline ne meurt pas lentement non plus. On a l'impression qu'elles sont en perpétuel état de calme, pour reprendre l'expression de l'antiquaire. Alors pourquoi ? Parce que quand on reprend cette métaphore économique, on se rend compte que Féodora survit tout simplement parce que l'argent qu'elle dépense, c'est pas le sien, c'est l'argent des autres. Elle se fait tout payer par tous les prétendants qui sont à ses pieds, notamment Raphaël. De la même manière, Pauline, l'argent qu'elle dépense, c'est effectivement le sien. Elle le gagne à la sueur de son front en vendant des écrans à la sauvette, mais elle le dépense pas pour elle, elle le dépense pour les autres, et en ce sens, elle pourrait être une métaphore finalement de la charité, ou en tout cas du sacrifice désintéressé. Et ce serait peut-être 2 pistes sur lesquelles je reviendrai plus tard pour essayer d'expliquer une 3e voie possible entre économie et dépense. Ce qui me permet de passer à mon grand 2. Alors, il faut bien voir que derrière tout ça, il y a quelque chose qui obsède Balzac, et ce qui l'obsède, c'est ce qu'il appelle les génies. Alors, ces génies, ils vont être là justement pour trouver cette 3e voie. Alors ici, j'ai repris le titre là encore, quelques livres, quelques pages, lignes qu'il aurait écrites, qui s'appelle du coup l'essai sur le génie poétique. Là encore, c'est une œuvre de jeunesse, probablement écrite dans la vingtaine, pas publiée, mais dont on a quelques traces. Dans cet essai sur le génie poétique, on va pouvoir avoir quelques traces de ce qu'il considère lui-même comme un génie. Là encore, repartons un petit peu en arrière, avec Mesmer, donc je vous ai dit, il va théoriser le fluide universel basé sur le magnétisme animal, et je vous présente Puységur, donc, qui est un de ses disciples, et lui, il a cette magnifique citation, « La pensée meut la matière », je pense qu'on ne peut pas être plus sobre que ça. La pensée meut la matière, ce qui veut dire donc qu'elle a un effet physique, et donc qu'elle est elle-même physique. Souvenez-vous, Descartes, Locke, etc. Alors, lui, il appartient à ce qu'on appelle le courant psychofluidiste. Ça vous dit sans doute rien comme ça, mais c'est un des 3 courants majeurs du magnétisme, et qui va avoir pour caractéristique, par rapport aux autres, une importance prépondérante d'une faculté qu'on va appeler la volonté. Et la volonté, c'est un truc qui obsède Balzac. C'est ce qu'on va voir ici. Alors, quand on prend la force vitale, on va pouvoir dire c'est une force, donc ça meut la matière, et du coup cette force vitale va pouvoir être manifestée sous 2 formes possibles. Je vous ai pris ces 2 formes-là parce qu'elles apparaissent dans le roman.
soit l'électricité. Vite fait de citation, on parle d'une interaction qui jaillit comme une lumière, on parle d'un coup électrique dans le cœur pour manifester cette interaction. Et la vapeur qui va être bien plus intéressante pour nous parce qu'elle arrive à plusieurs endroits dans le roman. Une citation très simplement, donc c'est Raphaël qui est en train d'expliquer son traité de la volonté, qui est une des œuvres qu'il écrit, le traité de la volonté qu'il va développer pour faire de l'esbrouf à Féodora. Et le narrateur nous dit ceci. Elle parut s'amuser beaucoup en apprenant que la volonté humaine était une force semblable à la vapeur. Alors, ces deux théorisations, elles vont être intéressantes pour nous parce que justement, elles vont nous permettre de montrer un petit peu plus matériellement ce qu'est la volonté pour Balzac. Et toujours au même endroit, il dit « Mon ouvrage, donc le traité de la volonté, est une œuvre purement physiologique ». Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté ? En fait, la volonté, c'est très simple. Ça va être la faculté de diriger son énergie vitale, de la concentrer et de la diriger. Je termine la citation. Donc, c'est une force semblable à la vapeur. Rien ne résiste à cette puissance quand un homme s'habitue à la concentrer, à en manier la somme, à diriger constamment sur les âmes la projection de cette masse fluide, on retrouve l'idée de flux, et que cet homme pouvait à son gré tout modifier relativement à l'humanité, même les lois les plus absolues de la nature. Donc la volonté, ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à actualiser notre potentiel de génie. Et c'est quelque chose qui n'est pas très différent de ce qu'on retrouverait dans les sports de haut niveau, globalement. C'est quoi la volonté ? C'est le fait d'être concentré sur son objectif et de ne plus voir que ça. C'est le plus haut degré de volonté, c'est-à-dire de faculté dirigée. Alors ce qui est intéressant chez Balzac, et ce qui va le sauver un petit peu, on pourrait dire ça, c'est que pour lui, les génies peuvent se créer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant chez lui, parce que quand on regarde un petit peu les brouillons, les notes qu'il a fait, qu'il a collectées tout au long de sa vie, eh ben, on se rend compte qu'il a eu quand même un certain nombre d'intérêts, on va dire, discutables. Et parmi ces intérêts discutables, on a une science dont le nom est beaucoup trop cool que pour ne pas l'utiliser, c'est la mégalanthropogénésie. Alors la mégalanthropogénésie, je ne vous ferai pas l'affront de vous le traduire parce que vous faites tous du grec, mais c'est l'art de créer, Genèse, des grands hommes, mégalanthropos. Faire des enfants d'esprit qui deviennent des grands hommes, suivis des traits physiognomoniques propres à les faire reconnaître, décrits par Lavater, du meilleur mode de génération. Voilà. Cette mégalanthropogénésie, c'est l'idée qu'il y aurait une race de grands hommes, voilà. Alors, je ne vous ai pas mis d'illustration de Louis Robert, dit Robert le Jeune, parce que je n'en ai pas trouvé. Donc, à la place, je vous ai mis Francis Galton, non seulement parce qu'il est beau, mais surtout parce que c'est un des pères fondateurs de la pensée eugéniste. Voilà. Et globalement, quand je vous disais que Balzac a l'intime conviction qu'on peut créer des génies, c'est ce qui va le sauver un petit peu de ses penchants eugénistes. C'est-à-dire que pour lui, fondamentalement, il y a un génie en chacun de nous, et on ne le répète pas souvent aux élèves. Il y a un génie en chacun de vous, ça c'est pour vous. Alors, maintenant, comment va se manifester dans le roman ce génie ? Eh bien, assez évidemment, ça va prendre la forme du pacte diabolique. Pourquoi ? Parce que, traditionnellement, ce sont toujours des élus, là encore, avec tous les guillemets du monde, qui sont les objets de ce pacte. Alors, voilà, là encore, une citation de cet antiquaire dont on dit qu'il pourrait tout aussi bien être le bon Dieu que Méphistophélès. Vous avez signé le pacte, tout est dit. Voilà. Avec cette seule citation, on pourrait prouver que c'est une histoire démoniaque, mais allons un petit peu plus loin. Là encore, prenons un peu de recul avec les Teufelsbücher qui vont instaurer, notamment aux alentours du Moyen-Âge, une tradition littéraire qui est la tradition de l'histoire de diablotin. Et donc c'est une tradition allemande d'origine, mais qui va se démocratiser, et évidemment qu'il va y avoir un tournant avec un personnage dont vous avez tous entendu parler, qui est Faust. Faust, qui est une personne réelle, avant d'être un personnage de fiction. Et ce qui est très intéressant chez Faust, c'est que c'est une des premières occurrences, historiquement, dans lesquelles le diable perd. Et cette tradition va faire florès. Donc, globalement, au Moyen-Âge, vous allez toujours avoir une espèce de rédemption. Et puis, à partir de Faust, eh bien, vous allez avoir les pires tortures du monde pour l'éternité. Alors, quand on prend très rapidement un petit résumé de ces tortures, globalement, au Moyen-Âge, à la fin de ce pacte, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le personnage il va être emporté aux enfers.
C'est une tradition qu'on va retrouver aussi à la Renaissance, on peut penser à Don Juan par exemple. Durant la période des Lumières et du romantisme, il va y avoir une petite modification. Souvent, c'est un personnage qui va se suicider. Voilà, jamais qu'une autre manière de rejoindre les enfers finalement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au 20e, 21e, globalement, ce qui va ressortir, c'est plutôt une entrée du personnage dans la démence. Voilà. C'est toujours un enfer dans le sens où il est mis à distance des autres. Et il y a un truc aussi qui est important, c'est que dans chacune de ces traditions, on aura toujours l'idée générale qu'il est possible d'échanger sa punition avec quelqu'un d'autre. Et souvent, au dernier moment, c'est ce qui fait tout le sel de cet échange. Alors, avec Faust, on va mettre en place le pacte. Alors, c'est quoi un pacte ? Là encore, c'est un modèle de vente, c'est-à-dire que vous proposez quelque chose en échange d'autre chose avec une clause temporelle. Quelques exemples pris au hasard. Vous pouvez corrompre sans âme avant la majorité de votre fille. Ça, c'est si vous êtes dans l'imaginarium du docteur Parnassus. Vous pouvez rembourser votre crédit dans les 24 ans. Ça, c'est si vous avez un prêt à la banque. Vous pouvez assurer 18 heures devant élèves dans l'année. Ça, c'est si vous travaillez à l'éducation nationale. Dans tous ces cas, vous aurez signé votre pacte. Voilà. Alors, à quoi ça sert, ce pacte ? Eh bien, en fait, tout simplement, si on le reprend dans notre optique, qui est la peau de chagrin, il faut voir que ce pacte diabolique, il nécessite forcément un arrière-plan religieux. Or, au XIXe, l'arrière-plan religieux, il a tendance à passer un petit peu à la trappe, et ce que va faire Balzac, ça se voit très bien d'ailleurs, puisqu'il écrit une comédie humaine. C'est plus une divine comédie, c'est une comédie humaine, donc voilà. Le contexte divin est un petit peu passé à la trappe, mais ce que va faire Balzac, c'est qu'il va transposer le caractère diabolique du religieux sur le politique, et notamment, il va avoir une sainte haine du capitalisme, dont il va contribuer à dénoncer finalement les exactions. Alors, l'idée générale est la suivante. On va avoir besoin d'un nouveau démon. Ici, il est séduisant, c'est Leonardo DiCaprio. Mais ce nouveau démon, il va avoir pour but de transférer ce qui était du domaine de la foi à ce qui est maintenant du domaine économique. Et on boucle à nouveau sur notre métaphore économique dont nous avions déjà parlé. Alors, pour ce qui est maintenant plus précisément de la peau de chagrin, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un certain nombre de choses. Je vous mets une collection de citations. Donc il y a une thématisation diabolique très forte. Il y a une très grande proximité, évidemment, vous l'aviez tous vu, entre l'histoire de Raphaël et Pauline et l'histoire de Faust et Marguerite. Mais au-delà de tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ce que va retenir, et ça c'est essentiel, ce que va retenir Balzac du Faust, c'est que, essentiellement, le pacte, plus qu'être une vente dans le cadre d'une clause temporelle, c'est un défi. Et c'est un défi d'autant plus dans un monde sans Dieu. Pourquoi ? Parce que ce que Faust fait, c'est nier la puissance du démon. Ce que Raphaël fait, c'est nier son existence. Donc c'est un défi, et ce défi, c'est celui d'un individu qui va s'affirmer dans une dynamique luciférienne. En d'autres termes, des termes un petit peu plus littéraires, c'est une soumission à notre hubris, c'est-à-dire à notre démesure, et on reprend ici évidemment la thématique du destin dont nous avions déjà parlé. Alors, c'est pas anodin que tous ces génies, finalement, soient très souvent des artistes ou des scientifiques. Partons du principe que Raphaël est un artiste. Je veux bien lui accorder ça éventuellement. Mais des exemples d'artistes, on pourrait citer Adrian Leverkuhn, qui est un célèbre compositeur, qui sévit dans le Docteur Faustus de Thomas Mann, et sans doute plus connu, un scientifique, Frankenstein, chez Mary Shelley. Alors je vous ai rajouté ce petit gif d'une boîte de Le Marchand, pour ceux qui ont la ref, c'est tout le monde de Hellraiser, au cas où vous connaîtriez. Donc dans ce monde-là, ce qui est très intéressant, c'est que sont choisis, les élus de ces pactes sont toujours, sociologiquement, des gens qui sont caractérisés par leur hubris. Pas forcément des artistes ou des scientifiques, même s'ils sont très nombreux, mais toujours des gens qui sont caractérisés par leur hubris. Je pense notamment à des hommes politiques, mais je n'ai pas le droit de dire ça. Alors, de quoi ça nous parle en fait ? On aurait envie de dire que, effectivement, c'est un récit tragique. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement l'utilisation du destin à travers tout un système de rêves prémonitoires et de prophéties qui vont effectivement se réaliser. De la même manière, les 3 rencontres initiales vont annoncer les 3 épreuves que va subir Raphaël de Valentin au cours du roman.
De la même manière, le talisman annonce qu'il meurt et à la fin, il meurt. Donc effectivement, c'est tragique. D'autre part, on pourrait caractériser ce roman comme le roman d'un long suicide. Donc ça, c'est une citation de Rastignac. L'idée générale, c'est de dire que, eh bien, par quoi commence La peau de chagrin? Par un gars qui veut se suicider, et il va mettre tout le roman à y arriver. Mais voilà, à la fin, il meurt, effectivement. Alors comment est-ce qu'il va faire pour mourir? Il va utiliser ce qui va être appelé le système dissipationnel, qui va opposer des viveurs qui vont dissiper du coup leur énergie vitale et des économes qui végéteront un petit peu dans leur coin. Et ce qui est très intéressant, quand on considère ça, c'est de voir que finalement, à aucun moment, Raphaël ne choisit de mourir. Raphaël subit sa mort, c'est-à-dire que même son suicide, il l'a raté finalement. Il essaye de se suicider, même ça, il n'y arrive pas. Il essaye d'échapper à la mort, même ça, il n'y arrive pas. Donc l'idée générale, c'est une citation du narrateur, à ce moment-là, le narrateur est Raphaël, donc la mort me rejetait dans la vie. Voilà. J'essaye de mourir, mais la mort ne veut pas de moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon œuvre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un roman sur la mort. De la même manière, quand on considère l'option vivre vieux en économisant, c'est relativement déceptif. C'est-à-dire que, oui, au début, il est économe, mais finalement, il vit tout seul dans sa mansarde sans rien voir. Finalement, il ne vit pas. Et à la fin de sa vie, quand il décide de s'abstraire de tout désir, eh bien, il a une vie végétative. Il se balade dans son jardin. Il y a une scène où il se balade dans son jardin avec son majordome. Il voit des tulipes et il lui dit « J'aimerais trop être une tulipe. » Voilà. Ça, c'est ma vie. Est-ce que c'est une vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, il aimerait bien que ça soit la sienne. Retournement de situation. En fait, l'idée générale, c'est de dire que ce n'est pas un roman sur la mort, mais bien un roman sur la vie. Et plus particulièrement, un roman sur l'immortalité. Et cette fois-ci, je vais me situer à l'échelle non pas seulement de La peau de chagrin, mais de la comédie humaine. On a 3 personnages intéressants à ce niveau-là. Premièrement, Pauline, à gauche, et Féodora, à droite. Ce sont 2 personnages que je vais qualifier comme ça. Ce sont des personnages qui disparaissent en tant que personnages dans la comédie humaine, puisqu'ils ne reviendront jamais. Mais ils continuent à vivre dans son univers parce que vous avez une petite partie à la fin, qui est un épilogue, dans lequel ces 2 personnages vont accéder à un statut d'allégorie. Et à travers cette allégorisation, la poésie ou l'amour pour Pauline et la société pour Féodora, eh bien, elles vont vivre éternellement. Elles vont devenir des êtres immatériels, mais vivants, et qui vont innerver l'intégralité de la comédie humaine. 3e personnage, vous l'aviez vu venir, eh bien, c'est Rastignac. Lui, il ne meurt pas dans le roman, et il va continuer de vivre dans la comédie humaine, puisque je vous ai dit, la comédie humaine, c'est plus de 90 romans, avec des personnages qui vont revenir à certaines périodes de temps. Alors, si on prend la chronologie de Rastignac, on se rend compte que Rastignac, il apparaît pour la première fois ici, dans La peau de chagrin, mais en fait, il va réapparaître dans le Père Goriot, qui est publié en 1835, mais qui fait l'origin story un petit peu de Rastignac, et qui se situe en 1819 dans la chronologie de la comédie humaine, et on en a encore trace dans un roman qui est publié en 1845 et dont l'action se passe en 1845, qui est Les comédiens sans le savoir. Et donc on va avoir toute l'ascension de ce personnage, du Père Goriot dans lequel il devient vite fait l'amant de Delphine de Nucingen, à Les comédiens sans le savoir, dans lequel on apprend par un journaliste qu'il a 300 000 livres de rente, qu'il est devenu pair de France, que le roi l'a nommé comte, bref, que tout roule pour lui. Donc l'idée générale, c'est de dire que finalement, ce qui relie ces 3 personnages, c'est précisément que ce sont des génies. Ils sont l'incarnation de cette 3e voie. Ils sont ceux qui vont concentrer leur énergie, concentrer leur volonté, pour pouvoir survivre. Alors sur quoi est-ce qu'ils vont concentrer leur énergie? Pauline, elle concentre son énergie sur Raphaël. Féodora va concentrer son énergie sur elle-même. Et Rastignac va concentrer son énergie sur sa carrière. C'est un arriviste, un proto-arriviste. Et c'est ça qui va faire qu'il survivra. Alors, j'accorde à Raphaël, dans mon immense mensuétude, le fait qu'il accède à une certaine forme d'immortalité dans la réception de l'œuvre. Et c'est ça qui va me permettre de faire un petit peu un lien avec ma partie 3, c'est-à-dire que lui n'est pas un génie, mais souvenez-vous, chacun a une graine de génie en soi, simplement lui n'a pas réussi à la développer. Alors, finalement, que nous raconte le roman? Alors, je vous ai dit, c'est un roman de Balzac. Vous allez me dire, oui, évidemment. Ici, je vous dis, c'est un roman de Balzac. Un roman qui nous parle de Balzac.
L'idée générale, c'est de dire que, en fait, à travers ce roman, on a une autobiographie indirecte de Balzac. Cette autobiographie indirecte, elle va se marquer par un immense réalisme des référentiels. Alors, ces référentiels, ils sont aussi bien géographiques que sociaux et politiques. C'est un livre qui est écrit en 1831, enfin, en tout cas publié en 1831, et dont la narration se situe en 1831. Voilà. Donc on est vraiment dans de l'actualité brûlante. Ce qui va le distinguer d'un livre comme Le Père Goriot, par exemple, dont je vous disais qu'il est publié en 1935, mais dont la narration se situe en 1819. Alors, il y a un élément qui est particulièrement marquant pour ça, ça va être bien l'introduction, enfin le l'incipit, comme on dit quand on est savant, qui va décrire le quartier du Palais Royal. Alors, souvenez-vous, au tout début, vous avez Raphaël qui erre dans ce quartier à la recherche d'un tripot dans lequel il pourrait jouer son dernier Napoléon, qu'il va perdre, voilà, évidemment. Et quand on s'intéresse de près à toute cette description, on peut s'apercevoir qu'elle prend en compte de manière assez rigoureuse tout un tas de modifications récentes, tant en termes d'urbanisme, parce que c'est une période dans laquelle ce quartier est rénové, mais c'est aussi une description qui prend en compte, notamment je pense à la description de tous les rituels dans les salles de jeu, toute une législation des salles de jeu, des maisons de jeu, qui est là encore assez contemporaine au moment de l'écriture. On est en train de se dire que finalement, eh bien, ça pourrait rapporter de l'argent que de légiférer les maisons de jeu, et en fait tout ça est retranscrit dans les descriptions de Balzac. Alors, maintenant, parlons un petit peu du personnage, puisque si c'est une autobiographie indirecte, on doit pouvoir retrouver Balzac dans son personnage. Là encore, on a un certain nombre d'indices. Premièrement, c'est cette fameuse particule. Raphaël de Valentin, Honoré de Balzac. Alors, Honoré de Balzac, c'est de l'esbrouf. Il n'a jamais été de Balzac, il a signé de Balzac à partir de quelques années avant, peut-être même déjà des physiologies de mariage. Ne me citez pas là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va ajouter à son nom. De la même manière que Raphaël Valentin va ajouter ça au moment notamment où il va hériter. Donc cette particule qui est présente ou pas, eh bien, elle va être un indice. Deuxième indice, relativement fort, eh bien, c'est la présence de nombreux biographèmes, c'est-à-dire des indices biographiques de la vie de Balzac dans la narration de La Peau de chagrin. Je vais en citer deux qui sont les plus marquants. C'est les deux œuvres que va écrire Raphaël de Valentin avant de faire sa vie de débauche. Il écrit deux œuvres, un traité de la volonté, dont je vous ai dit que Balzac en avait écrit un lui aussi, et une comédie nulle dont on n'a pas le nom. Tout le monde s'est moqué de lui quand il l'a sorti, sauf Émile, mais parce que Émile c'est son copain, donc voilà, il ne veut pas lui faire de peine. Mais c'est intéressant parce que Balzac lui aussi, il a commencé en essayant d'écrire une comédie, une pièce de théâtre qui s'appelait Cromwell, et dont on a une trace puisqu'il l'avait fait lire à son professeur de français, qui lui avait fait un petit commentaire assassin dans la marge, comme les profs savent bien faire. L'auteur pourra tout faire, hormis de la littérature. Voilà. Donc, comme quoi, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Et peut-être un argument le plus irréfutable de tous, c'est lorsqu'on regarde la correspondance. C'est dans une lettre à Madame Anska. Il raconte ceci: à 18 ans, je quittais la maison paternelle et j'étais dans un grenier rue Lesdiguières, y menant la vie que j'ai décrite dans La Peau de chagrin. Voilà. Donc là, on est clairement sur un truc, j'ai raconté ma vie à travers la vie de Raphaël de Valentin. Simplement, il ne faut pas oublier qu'à la fin, Raphaël, il meurt, et Balzac, il n'est pas mort. Donc en fait, il faudrait voir que là encore, on a une tentative de diversion, et que finalement, ce n'est pas vraiment Raphaël de Valentin, à travers lequel il faudrait voir Balzac, mais bien Eugène de Rastignac, dont lui aussi a une particule. Et Eugène de Rastignac est précisément celui qui va réussir de la même manière que Balzac est en train de commencer, péniblement, mais sûrement, à réussir. Alors, du coup, là-dedans, si ça ne nous raconte pas exactement la vie de Balzac, il faudrait voir en quoi, finalement, La Peau de chagrin, mais de manière plus large, la comédie humaine, est une refonte du traité de la volonté. Et pour ce qui est de ça, je vais m'appuyer principalement sur cette fameuse thèse dont je vous ai parlé en introduction, où là, je vais reprendre globalement l'essence de ce qu'elle raconte. Alors, comment est-ce qu'elle a fait pour établir ça ? Premièrement, elle s'est heurtée à un problème, c'est que en fait, le traité de la volonté de Balzac n'existe pas. Il n'existe pas, il a existé, on en a des preuves indirectes, mais il est impossible de trouver le traité de la volonté de Balzac. Si un jour vous le trouvez chez un brocanteur, vous êtes riche.
Alors comment est-ce qu'elle a fait pour établir son existence? Eh bien, elle s'est appuyée d'une partie sur la correspondance de Balzac, notamment avec 3 femmes, Laure Balzac, qui est sa sœur, Madame Anska, qui deviendra son épouse, et Madame de Berny, qui est une de ses compagnes, disons-le comme ça. Alors, les dédicaces, elles sont dans Les Proscrits, Séraphita et Louis Lambert. C'est intéressant parce que ces 3 livres vont être réunis par Balzac sous un seul livre qu'il va appeler le livre mystique. Donc, dans ce livre mystique, il va y avoir tout un tas d'éléments qui vont nous donner des clés pour essayer de comprendre ce qu'aurait été le traité de la volonté s'il n'avait pas disparu. Alors, Laure Balzac en aurait vraisemblablement été témoin. Madame Anska et Madame de Berny en auraient eu connaissance via cette correspondance, comme je l'ai dit. Mais ce qui est intéressant, ce que souligne en tout cas Oksana Gorievkina, c'est que à travers ces dédicaces, les destinatrices vont voir et comprendre des messages dissimulés qui sont absolument inaccessibles aux autres lecteurs. Alors, il faut se pencher sur le contenu de ces livres. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Les Proscrits, qui est du coup une réécriture de Dante, les Proscrits, ils vont travailler sur le problème de la perfectibilité humaine. C'est un livre qui est publié en 1831, comme La peau de chagrin. Séraphita, va travailler autour du problème de la connaissance absolue. Il sera publié en 1835. Et enfin, Louis Lambert, que j'ai mis en rouge parce que c'est le plus important, va nous faire exactement l'histoire littéraire de la création du traité. Pourquoi? Parce que dans Louis Lambert, on a ce fameux plan, le plan du traité, dont je vous ai donné quelques éléments ici. Donc là, c'est dans une notice biographique dans laquelle il explique qu'il y a eu une réédition et que du coup il a rajouté des choses et il va synthétiser un petit peu tout ce qu'il a fait. Donc je passe un petit peu. Donc, suivant Lambert, la vie humaine consiste en 2 mouvements distincts, l'action et la réaction. Une de ces phrases expliquera ces 2 principes, autant qu'il est possible de démontrer brièvement un système vaste. Humilité. Un désir, disait-il, est un fait entièrement accompli par la pensée avant de l'être dans le monde extérieur. La volonté, mot-clé, est le nom qu'il donnait à toute la masse de force par laquelle l'homme peut reproduire au dehors les faits déjà accomplis par l'action. Donc on retrouve bien ce qu'on avait déjà dit. Ainsi, l'ensemble de nos actes physiques, nos mouvements de la parole, tout ce qui est extérieur constitue la réaction. Cette théorie que je tâche de rendre compréhensible expliquait parfaitement selon Louis Lambert les phénomènes les plus merveilleux de notre merveilleuse nature, les évocations du génie, fameux clé, et celles si contestées des sorcières. Toutes lui semblaient être un effet de la faculté locomotrice qu'il avait reconnue dans l'être intérieur, un très simple phénomène de l'action. L'idée était selon lui le produit, la pensée le moyen, comme la volonté était la force et la volition, l'acte par lequel l'homme en usait. Voilà. Donc, à travers ce petit résumé, on peut avoir une idée, qui est beaucoup plus développée évidemment dans Louis Lambert, mais on peut avoir une idée du contenu de ce fameux traité. Alors, je vous mets ici les points saillants. Ce n'est pas moi qui les ai trouvés, c'est donc toujours cette courageuse thésarde. Premièrement, génie et volonté sont inséparables. Deuxièmement, le génie est un être actif qui va posséder une force créative et en cela, il est à l'opposé de l'homme ordinaire par sa volonté. Le génie est un produit de lui-même qui inclut sa cause et son effet, ce qui le rend à peu près égal à Dieu. Et en cela, on va opérer une réconciliation du matérialisme et de la mystique, c'est-à-dire que l'étude de Dieu, qui est équivalente pour Balzac à l'étude des causes, c'est l'étude de la possibilité d'obtenir le savoir absolu. En d'autres termes, chacun possède une particule de Dieu, un élément de génie à développer, et on reboucle du coup sur cette fameuse histoire de mégalanthropogénésie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a tout jeté. Parce qu'il a compris que ça n'intéressait personne ou que c'était trop compliqué. Finalement, résumer la recherche de toute une vie dans un traité, c'était un peu quelque chose de vain, de futile. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a suivi les conseils de La Fontaine et il a dit je vais écrire une histoire sympa dans laquelle je vais réutiliser l'intégralité des concepts que j'ai péniblement mis au jour. Et c'est ce qui a donné cette fameuse comédie humaine. Alors maintenant, si on se repenche à nouveau, on fait des va-et-vient, mais repenchons-nous pour terminer, puisque c'est le grand 3C, sur l'histoire qui nous est racontée dans La peau de chagrin. Qu'est-ce qui nous est raconté? Eh bien, c'est justement l'histoire de ce travail perdu. Alors premièrement, on pourrait s'intéresser à ce qui est gravé justement sur ce talisman.
Donc il y a un certain nombre de critiques facétieux qui s'amuseraient à dire que finalement on pourrait y voir quelque chose qui dénoterait des désirs latents de notre personnage principal, et éventuellement on pourrait aller jusqu'à dire que ça prévoit, en tout cas ça annonce la théorie de la sublimation freudienne. Cependant, ce qui m'intéressera ici particulièrement, ce sera le fait que ça se réduit au fur et à mesure. Donc on a un effet de mise en abîme. La malédiction est écrite de la même manière que la réalisation de cette malédiction. Et alors ça, c'est pas anodin, parce que quand on se penche sur ce qu'est une peau de chagrin, c'est une peau effectivement de bête, c'est du cuir, mais c'est du cuir spécifique qu'on va utiliser en Europe et particulièrement en France à partir des années 30 pour faire de la reliure. Donc en fait, la peau de chagrin, c'est le livre. Donc ce livre qui va rapetisser au fur et à mesure que vous le lisez. La peau de chagrin, talisman, rapetisse au fur et à mesure de la vie de Raphaël de Valentin. La peau de chagrin, livre, va rapetisser au fur et à mesure de votre lecture. Alors maintenant, faisons notre parallèle. Est-ce que Balzac est Raphaël ? Quand on regarde ce que Raphaël met en place pour se débarrasser de la peau de chagrin, il essaye de la faire passer sous presse, ça ne marche pas. La presse, elle a cassé. Par contre, quand Balzac, lui, fait la peau de chagrin, il la met sous presse, ça marche bien. C'est un succès de librairie. Si on prend à l'échelle de la comédie humaine, Balzac, alors ça, il trouvera le titre en 1841, et le plan viendra, mais le plan définitif, un des plans définitifs sera celui-là, on va le répartir dans les études de mœurs, études philosophiques et les études analytiques. Quand on regarde la préface, l'avant-propos à la comédie humaine, Balzac lui-même va définir son premier roman de cette manière, et on va voir finalement qu'elle va poser les fondements de ce qui deviendra la comédie humaine. Elle relie en quelque sorte les études de mœurs, première catégorie, aux études philosophiques, deuxième catégorie, à laquelle elle appartient, par l'anneau d'une fantaisie presque orientale où la vie elle-même est peinte aux prises avec le désir, principe, caractéristique des études analytiques, de toute passion. Donc on a vraiment quelque chose qui va fonder toute la comédie humaine. C'est le socle de la comédie humaine. Reprenons pour terminer notre ligne serpentine. Que pourrait-elle matérialiser ? Eh bien justement les hauts et les bas de ce fameux traité de la volonté. Organisons-nous de manière chronologique. Nous avons chapitre 1, le talisman. Chapitre 2, la femme sans cœur. Chapitre 3, l'agonie. Il n'y a que 3 chapitres, c'est facile de retenir. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Grand 1, on nous donne la théorie. Globalement, si tu économises ta vie, tu vivras vieux. Et si tu la dépenses, tu vivras jeune. Mais ce sera cool. Chapitre 2, c'est la pratique. Mise en pratique de ces deux théories. Troisième chapitre, la conclusion. On aurait envie de dire qu'il y a une espèce de progression déductive. On passe de la théorie à l'application de cette théorie. Simplement, ce serait oublier que, structurellement, le roman il est construit autour d'une analepse, c'est-à-dire qu'il y a un retour en arrière, puisque Raphaël va se faire narrateur de sa propre vie. Et le début du roman, c'est en 1830, le chapitre 2, c'est en 1827, et le reste est en 1831. Et du coup, on aurait une progression inductive de ce réel. À quoi ça nous sert ? Et pourquoi c'est aussi incroyable ? Eh bien, parce qu'en fait, ce qui est dit ici, c'est simplement un indice du fait que pour Balzac, ce qui a existé en premier, ce n'est pas la pratique, c'est la théorie. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé dans sa conception, dans sa trajectoire d'auteur. Alors il est temps de conclure, parce que je suis déjà beaucoup trop long. Alors, je rappelle ma problématique et je vais rappeler mes axes de développement, je serai bref. En quoi, dans la peau de chagrin, Balzac parvient-il à opérer une articulation entre pensée et pratique ? Alors, premièrement, cette articulation, elle était thématique, puisque l'histoire de la peau de chagrin va mettre en scène une théorie scientifique de l'énergie. Donc, cette mise en scène, c'est ce que j'ai représenté par cette magnifique petite marionnette. Ensuite, cette articulation, elle va être d'ordre théorique. L'histoire de la peau de chagrin va illustrer la théorie balzacienne du génie. En d'autres termes, c'est le génie de Balzac qui va parler à travers la peau de chagrin. Enfin, cette articulation, elle sera d'ordre diégétique, c'est-à-dire dans l'histoire elle-même, puisque dans sa structure, et finalement dans ses effets de mise en abîme, de réflexivité, etc., eh bien, l'histoire de la peau de chagrin va manifester la théorie de la volonté qui lui préexistait. En d'autres termes, la peau de chagrin opère une double diversion.
Premièrement, elle fait semblant de parler du monde pour parler de lui, pour parler de Balzac. Mais même quand on considère ça, on se rend compte que lorsqu'il fait semblant de parler de lui, en fait, il nous parle de son travail, et en l'occurrence d'un travail qui était perdu. Il faudrait donc considérer véritablement de quoi nous parle Balzac. Et bien, en termes de narration, il nous parle de volonté comme principe énergétique. En termes de création, il nous parle de volonté, c'est-à-dire de volonté comme principe créatif. Et enfin, en termes de réception, il nous parle toujours de volonté. Volonté, cette fois-ci, entendue comme principe de réussite. En d'autres termes, ce que nous dit Balzac, c'est que finalement, il est bon d'avoir de la volonté parce que c'est ce qui crée des génies, et nous en sommes tous. Je vous remercie.